Et la récupération, ça passe par l'assiette. La majorité des athlètes qui sont en surentraînement, c'est que derrière, il y a un déficit énergétique chronique. Tu resynthétises pas ton glycogène, tu perds du muscle. Et ça, t'as beaucoup de gens qui pensent juste que le surentraînement, c'est tu t'entraînes beaucoup, donc c'est trop. Mais non. C'est pas normal d'avoir des fractures de fatigue ou de l'ostéoporose à 30 ans, quoi. C'est pas normal non plus de pas avoir ces règles. Si tu veux guérir plus rapidement de ta fracture de fatigue, il faut que ton alimentation elle soit adaptée. Par exemple, quand tu t'alimentes pas assez, derrière, t'apportes pas assez de lipides, donc tu synthétises pas assez d'hormones sexuelles. Et c'est les hormones sexuelles qui vont aider à remodeler le tissu osseux. Tout le monde mange, donc tout le monde pense avoir son mot à dire et pense avoir la vérité, quoi. On en revient à oublier l'essentiel, c'est si tu veux faire tourner ta machine rapidement, il faut que tu lui apportes assez d'énergie. Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle conversation de Mythe. Aujourd'hui, on va parler de la nutrition du sportif en compagnie de Nouchka. Je vous rappelle que vous pouvez regarder les autres épisodes sur YouTube, les conversations de Mythe et sur toutes les plateformes d'écoute. Et pensez à vous abonner. Salut Nouchka. Salut Justine. Bienvenue. Salut, ça va ? Ouais, ça va et toi ? Ouais, super. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît ? Alors, je m'appelle Nouchka Simic, je suis diététicienne du sport et à côté, je fais beaucoup de sport aussi, surtout du trail en ce moment. J'ai fait de l'aviron, j'ai fait du triathlon. J'habite à la montagne, donc je fais beaucoup de sport de montagne aussi. Et voilà, je suis diététicienne du sport aujourd'hui. Je m'occupe de sportifs, d'amateurs à haut niveau, uniquement de sportifs depuis quelques années. Et à côté de ça, je fais aussi de la création de contenu sur les réseaux sociaux. J'organise des stages, je fais des formations. Et j'ai créé depuis peu ma marque de vêtements de sport. Voilà. Ah bon, mais je ne savais pas ça. Je l'ai sur moi présentement, justement. D'accord. Écoute, on essaiera de faire un zoom alors pour voir ça. Ok, génial. Bon, donc tu as dit que tu t'occupais de tout type de sportifs, apparemment. Donc amateur à sportif de haut niveau, si j'ai bien compris. Ouais, tout à fait. Et puis dans toutes les disciplines, alors j'ai une prédominance de sportifs d'endurance. Je pense que vu que je fais des sports d'endurance, je dois attirer des sports d'endurance. Donc ça va du triathlon, trail, course à pied, cyclisme. Et puis après, j'ai pas mal de fitness, crossfit, pas mal de skieurs aussi depuis que j'habite à la montagne. Donc ski de fond, biathlon, ski combiné. Et puis après, plein d'autres disciplines annexes qui ne représentent pas la majorité de mes prises en charge, mais une petite partie. Ok. Justement, comme c'est super varié, comment tu fais pour évaluer les besoins en calories et en macronutriments de tes patients ? C'est pas si compliqué, on a des formules pour ça. Après, tout dépend de pourquoi ils viennent te voir. Même au sein d'un même sport, d'une même discipline, entre, je prends 2 skieurs, ils vont pas du tout avoir la même prise en charge parce que c'est pas les mêmes spécificités, ils ont pas les mêmes objectifs et ils partent pas du même point. Et puis de toute façon, il faut toujours individualiser. Il n'y a pas de recette magique. Je prends l'exemple dans mes formations, je fais des études de cas sur différents sports, mais c'est pas un protocole à suivre à la lettre en fonction de tiens, tu fais, je sais pas, de la course à pied, du coup tu t'alimentes comme ça. Non, il faut toujours adapter en fonction. Donc on évalue les besoins en fonction de là où le sportif part, où il veut aller et comment il veut y aller aussi. Parce que en fonction de comment il veut s'investir, la prise en charge, elle va pas être la même. On pourra pas forcément proposer les mêmes choses ou alors au contraire, on pourra proposer des choses parce que le sportif est plus en volonté de vouloir s'investir dans sa nutrition. Ok. Est-ce que tu as beaucoup de patients qui veulent perdre du poids ? C'est la majorité de ta patientèle, ça ? Quand même pas mal chez les sportifs, mais je pense moins que les diététiciens qui font vraiment du général, entre guillemets, où là, je pense que ça représente une grosse partie de leur patientèle. Moi, j'ai des sportifs qui viennent me voir pour perdre du poids, pour en prendre aussi, pour en rémission de blessures, pour améliorer leur performance, leur récupération, ou juste parce qu'ils sont curieux un petit peu de savoir comment s'alimenter et bien s'alimenter. Beaucoup aussi qui viennent me voir pour une prépa de course. Donc je prépare un objectif dans tant de mois et on va travailler sur tout l'aspect préparation à l'entraînement, etc., jusqu'à la course avec le protocole nutritionnel de course. Donc c'est vraiment très varié. Est-ce que tu as une idée en termes de plage parce que j'imagine que dans tes sportifs au niveau, il doit y avoir des besoins en calories qui sont super élevés. Tu as une idée de la plage minimum et maximum ? Ouais, c'est une bonne question ça. Minimum, alors je pense que t'as pas grand monde qui est en dessous de 2000 avec moi. Enfin, des gens que je suis, je veux dire. Maximum, j'ai un rugbyman, une fois, on est monté à 8000 parce qu'on n'arrivait pas à lui faire prendre du poids pour le coup. Donc ça a été long, lui. Ça a duré 2 ans pour lui faire prendre 4 petits kilos. C'était difficile. Puis après, les triathlètes, les trailers, beaucoup aussi. Ouais. Donc c'est large quand même comme plage. Ouais, c'est intéressant. Ok. Quelles sont les erreurs les plus fréquentes que tu peux voir en consulte ?
Les erreurs les plus fréquentes, je dirais peut-être de sous-estimer ses besoins quand on est sportif. Et chose inverse aux personnes non sportives qui ont tendance à penser qu'elles mangent moins que ce qu'elles mangent réellement. Les sportifs, c'est un peu l'inverse. Ils ont tendance à penser qu'ils mangent assez, alors que pas du tout, en fait. Par rapport à leurs dépenses, c'est pas suffisant. Et ça peut conduire à beaucoup de dérives après, déficit énergétique chronique, avec toutes les conséquences que ça peut avoir sur le long terme. Donc ça, je pense que c'est une des principales erreurs aujourd'hui chez le sportif. Tout sport confondu, finalement. Ok. Donc tu vois, c'est marrant que tu me dis ça, parce que moi j'observe l'inverse. Alors j'ai pas du tout des sportifs, à mon avis, comme toi tu peux en avoir. Moi j'ai des gens qui sont plutôt sédentaires et qui se mettent à pratiquer une petite activité physique et qui là pensent qu'ils brûlent beaucoup plus de calories que réellement, alors parce que ça va être de la marche, ça va être des petites activités, et donc il y a dans leur esprit un peu un truc de dire c'est bon, je peux manger ça puisque j'ai fait du sport. Oui, qui n'a pas fait du sport pour manger à un moment donné dans sa vie quand même, hein. Je pense que beaucoup de gens ont commencé le sport comme ça pour pouvoir manger plus, mais c'est vrai ce que tu dis. Mais là, je sépare vraiment le sportif qui veut faire de la compétition et qui a une dépense énergétique qui est élevée pour le coup. Parce que c'est ça en fait, c'est parce que tu as une dépense énergétique élevée qui peut doubler voire tripler par rapport à quelqu'un qui fait pas de sport, que derrière il faut que tu manges plus, et souvent en fait ça dépasse les signaux de faim, les besoins énergétiques d'un sportif. Donc il faut trouver des astuces pour réussir à lui mettre assez d'essence dans le moteur quand même, alors qu'il n'y a pas un réservoir qui est limité. C'est tout le défi. Est-ce que tu observes souvent des déséquilibres en macronutriments chez tes sportifs là, qui viennent pour la première fois ? Est-ce qu'ils mangent carrément pas assez de protéines ou trop ? Ouais, souvent c'est pas assez de glucides. Pas assez de glucides, déjà dans la population générale, je trouve que niveau glucides, parfois c'est pas suffisant. On les a diabolisés beaucoup en même temps. Exactement. Et chez le sportif encore plus, parce que les besoins sont encore plus importants, c'est notre carburant principal. Donc oui, pas assez de glucides. Et puis après, dans toutes les disciplines autres que les sports de force, finalement, l'apport en protéines est souvent pas suffisant. Étant donné qu'on peut quasiment doubler les besoins par rapport à un sédentaire qui va consommer 1 gramme de protéines par kilo de poids de corps, 0,83 pour être tout à fait exact. Chez un sportif d'endurance, on peut monter, la fourchette, elle est entre 1,2 et 1,6 en fait. Donc 1,6, ça fait le double des besoins. Donc il faut les consommer, quoi. Ouais. Et souvent on se dit je fais pas de musculation, je soulève pas de poids, je cherche pas à devenir justement hyper bodybuildé, donc je m'en fiche. Mais non, on a un catabolisme protéique qui est beaucoup plus important, même quand on fait des sports d'endurance. Je pense à la course à pied avec les impacts au sol, etc. Les longs efforts où on va utiliser des acides aminés pour resynthétiser de l'ATP, etc. Donc ça c'est beaucoup négligé. Et puis j'aurais fait le tour des 3 macronutriments comme ça. Les lipides, pareil, parfois c'est négligé chez certains, surtout chez certaines, parce qu'on a la peur de prendre trop de masse grasse et que ça nous pénalise après dans notre discipline, alors qu'on en a quand même besoin et en quantité non négligeable. Moins que dans la population générale pour le coup, parce que les protéines et les glucides vont prendre une part un petit peu plus importante, mais on en a quand même besoin. Oui. Est-ce que tu observes des restrictions vraiment trop importantes aussi ? Ça peut arriver, ça ? Oui, ça peut arriver. Dans ce cas, il y a quelque chose quand même derrière à aller creuser, quoi. Mais bien sûr, ça arrive. Est-ce que tu fais des plans alimentaires ? Alors, pas toujours. Je m'adapte vraiment à la personne. Si la personne n'est pas forcément demandeuse et que je vois que c'est pas quelque chose qui va l'aider ou que ça va plus la perturber qu'autre chose, je le fais pas. En fait, moi, je trouve qu'il y a une chose qui est hyper importante quand on est pro de santé de façon générale, ou du sport même quand t'es coach, etc., c'est de t'adapter à la personne que t'as en face de toi et pas l'inverse. T'arrives pas avec ta méthodologie et puis la personne s'adapte à ton truc. T'as tellement de gens qui viennent te voir en disant moi ma diète avant m'a dit de faire ça, mais ça me convenait pas forcément, mais je le faisais parce qu'elle m'a dit de le faire, quoi. Donc, ça tient jamais longtemps de toute façon. Clairement. C'est comme dans tout dans la vie. Si tu fais quelque chose que tu n'aimes pas, tu vas être motivé 2-3 semaines, donc tu vas réussir à le faire et puis après ça va être beaucoup plus difficile. Donc je m'adapte toujours à la personne que j'ai devant moi et du coup avec certaines personnes oui, avec d'autres non. Ok. Voilà, ponctuellement on peut le faire aussi. Moi tu vois, quand on parle par exemple du comptage de calories, c'est quelque chose qui est vachement diabolisé aujourd'hui dans la diète, alors que c'est un outil comme un autre, hein. Mais comme tout outil, en fait, il n'est pas forcément adapté à toi. Donc il faut juste savoir l'utiliser avec les bonnes personnes. Mais tu vois, avec certains sportifs qui par exemple n'arrivent pas à perdre du poids, ou au contraire qui n'arrivent pas à en prendre, où on se rend compte qu'ils sont tout le temps fatigués, et je vais leur dire de compter ou alors de noter avec les quantités. S'ils ont pas envie d'avoir la notion de calories à l'esprit, je vais leur demander de tout me noter et puis après moi je calcule derrière.
similaires et ça permet plus facilement de se rendre compte parce que parfois il peut aussi y avoir un décalage entre ce que la personne te dit et ce qu'il en est réellement. Et tu mets après 2, 3, 4 consultations à t'en rendre compte. Ou jamais parce que la communication passe pas, quoi. Ouais. Puis je pense à ton rugbyman à 8000 calories, là, c'est vrai que il faut peut-être passer par ce comptage à un moment pour justement s'assurer que là, mange assez. c'était obligatoire. Et puis dès qu'il tombait malade ou quoi, il reperdait directement le poids. Donc en fait, il avait un métabolisme hyper rapide. On a même fait des analyses poussées pour savoir s'il n'y avait pas quelque chose. Donc avec certaines personnes, il faut vraiment être plus rigoureux qu'avec d'autres. Au niveau de l'hydratation, est-ce que ça, c'est une erreur fréquente aussi de ne pas boire assez quand on est sportif ? Oui, parce que les besoins hydriques sont plus importants et que on se déshydrate plus et que l'hydratation joue un rôle dans la performance. On le sait, alors pas à un faible niveau de déshydratation, mais au-delà de 2% de déshydratation, 2% du poids corporel, ça commence déjà à jouer un rôle au niveau des capacités physiques et cognitives. Donc forcément, l'hydratation, faut y faire attention. Et puis, pas forcément boire que de l'eau. Si tu fais une discipline où tu as des longs efforts, il faut adapter ta boisson, avoir une boisson adaptée pour combler les besoins en glucides déjà, parce que par une boisson, c'est beaucoup mieux assimilé. Et puis après, derrière, en électrolytes et surtout en sodium. Je crois que c'est toi qui dis que en dessous d'1 heure d'effort, l'eau seule suffit. Ou alors que tu n'es même pas obligé de boire. Mais encore une fois, ça dépend de chacun. Moi, si je vais courir une demi-heure, je vais quand même prendre de l'eau. Parce que j'ai soif et que ça me dérange pas de prendre de l'eau avec moi. T'as certaines personnes qui vont courir 1h30 sans rien. Ça les dérange pas. Et c'est même pas problématique si derrière elles compensent. Donc en fait, il faut toujours adapter. D'autant plus qu'on transpire tous différemment aussi. Et ça, on peut pas vraiment l'estimer. Par exemple, la quantité de sodium que tu as dans 1 litre de sueur, ça va du simple au double en fonction des personnes. Donc en fait, tu peux pas vraiment l'estimer. Et ça dépend de comment tu te réhydrates, les séances que tu as aussi après. Alors cette réflexion, tu peux la faire pour l'hydratation, mais aussi pour l'apport énergétique pendant l'effort. Si tu vas courir 1h30, mais que derrière tu as 2 jours de repos, ou alors que derrière tu t'enchaînes une séance de vélo, ton hydratation et ta nutrition sera pas la même. Il faudra l'adapter parce que derrière, tu vas avoir plus ou moins de temps de récupération. Oui. Ok, donc là, d'où l'importance peut-être aussi de calculer, parce que on ne sait pas forcément comptabiliser combien on boit sur la journée, ou si on est bien dans les clous et tout ça. Ouais, c'est vrai. Alors la recommandation actuelle à l'entraînement serait de boire à sa soif. Ouais. Je trouve que cette recommandation, elle peut avoir des limites parce que si par exemple une partie de ton hydratation à l'effort, elle te permet d'apporter tes glucides que tu as besoin, parce que voilà, quand on fait... Là, je parle vraiment des sports longue durée, donc au-dessus d'1h30, 2h. Pour le coup, tu vas calculer un grammage de glucides à l'heure, et ce grammage-là, tu vas apporter une bonne partie par la boisson. Donc là, en l'occurrence, si tu bois juste à ta soif et donc que tu bois moins que les quantités préconisées, ça risque d'être problématique. Donc, boire à sa soif, moi, je suis OK pour quelqu'un qui arrive à entendre sa soif, quoi. Sinon, il faut quand même faire attention, parce que tu as beaucoup de gens qui comprennent même pas la sensation de soif, quoi. Donc voilà, puis au quotidien, les recommandations, ce serait 1 millilitre par calorie à peu près. Donc le calcul est vite fait, hein. Tu dépenses 3000 calories par jour, tu dois boire 3 litres, quoi. C'est à peu près ça l'idée. Et est-ce qu'il y a 1 litre qui est à peu près apporté par l'alimentation Ouais. Tu as à peu près 1 litre de l'eau que tu consommes au quotidien qui est apportée par les aliments. Encore faut-il consommer des aliments riches en eau, c'est-à-dire des fruits, des légumes, des produits laitiers. Principalement, ça va être ça. Mais ça fait une bonne part quand même de l'hydratation. Ouais. Et est-ce que, je sais pas si c'est juste 1% de déshydratation, c'est 10% de performance sportive en moins, ou c'est pas... Alors, c'est plus un mythe qu'autre chose, ça. Ah ouais, Ce que je te disais tout à l'heure, c'était que la déshydratation, elle commence à avoir un impact sur tes performances à partir de 2%. Mais c'est vrai que j'ai cherché les sources de cette affirmation que je n'ai pas trouvée. Donc non, on peut pas forcément dire que 1% de déshydratation, c'est 10% de perf en moins. Mais quand même, plus tu es déshydraté, plus ta performance va diminuer. Et sur certains facteurs et pas d'autres. Par exemple, au bout de 2%, tu commences déjà à avoir une diminution de ton endurance. Mais c'est qu'au bout de 3-4% que tu vas avoir un impact sur ton système digestif et que tu peux avoir des troubles digestifs. Donc voilà, dans l'idéal, il faut rester dans un état normo-hydraté, mais c'est pas toujours possible. Si tu prends quelqu'un qui fait une course longue distance, à la fin, il aura sûrement perdu du poids parce qu'il sera
forcément déshydraté. C'est difficile de combler ce que tu vas perdre. Je sais pas, tu prends l'exemple de quelqu'un qui va faire une course en plein été, il va faire 35 degrés, il va facilement perdre 1 litre, 1,5 litre de flotte et il pourra pas le compenser forcément par l'hydratation. Ouais. Donc tu vas forcément être déshydraté à la fin et ça va forcément jouer sur ta performance. On entend beaucoup de choses sur le café. Je trouve qu'il y a beaucoup de culpabilité. Moi, mes patients, ils ont toujours un peu honte de me dire je bois pas beaucoup mais je bois d'eau, mais je bois beaucoup de café. Alors, dans leur esprit, le café, ça déshydrate. Qu'est-ce que dit la science à ce sujet ? Oui et non. En fait, ça ne déshydrate pas jusqu'à un certain point. En fait, si tu bois 2 cafés par jour, ça va même participer à ton hydratation. Le problème, c'est si tu en consommes à haute dose. Il me semble que c'est au-dessus de 240 mg de caféine par jour, ce qui correspond à peu près à 2 grands cafés, quoi. Là, ça peut avoir un effet diurétique parce que la caféine a cet effet diurétique-là. Mais en dessous, il n'y a pas de problème. Et voilà, de toute façon, dans l'idée, c'est bien de ne pas consommer 15 cafés par jour, quoi. Pour cet aspect-là, et puis derrière, pour l'aspect aussi excitant que ça va avoir et sur ton système nerveux. Mais pour quelqu'un qui va consommer 2, même 3-4 cafés par jour, si au final, il s'hydrate bien à côté, il n'y a pas de problème, quoi. J'ai tendance à dire que le meilleur indicateur pour savoir si tu es bien hydraté, c'est de regarder la couleur de tes urines. Il n'y a rien de mieux au final. Donc c'est trop foncé, ça veut dire que tu bois pas suffisamment ? Ouais. Après, il ne faut pas le faire le matin, parce que forcément, tu auras passé une longue période sans t'hydrater, mais en pleine journée, ça reste un bon indicateur, sans essayer de chercher l'urine totalement transparente, parce que là, ça pourrait dire que tu es surhydraté, et c'est pas forcément bien non plus. Ouais. Ok, et justement, la caféine, ça peut être utile chez le sportif ? Tu peux peut-être le conseiller ? Je sais qu'il y a des gels avec de la caféine, par exemple. Ouais, alors dans certains cas, ça peut être intéressant en endurance plus qu'en force, au final, quand tu regardes un peu la littérature, mais à des quantités quand même non négligeables. On parle de 3 à 4 mg par queue de poids de corps. Ah ouais. Si tu prends un gel caféiné, souvent tu as 50 mg. Donc c'est pas énorme. Tu vois, si tu fais 4 fois ton poids, ça fait plus que ça. Donc faut tester, voire te prendre une charge avant de partir, 1 heure avant de partir, c'est là que c'est le plus efficace. Et puis après, en fonction de la durée de l'effort, en reprendre après des gels caféinés pendant l'effort. Mais c'est pas adapté à tout le monde parce que la caféine, ça peut aussi avoir un effet laxatif. Donc derrière, ça peut perturber à ce niveau-là. Faut vraiment tester ça en amont. Et puis surtout, en fait, la caféine, t'as ton seuil de tolérance qui diminue aussi en fonction de comment t'en consommes. Donc souvent, les sportifs vont diminuer 2 semaines avant l'échéance pour avoir un effet boost maximal. Mais du coup, cet effet boost-là, il peut aussi avoir un effet sur ton système digestif. Donc, on le sait que c'est efficace d'un point de vue performance et que ça peut vraiment... En fait, c'est pas que ça booste tes perfs en tant que tel, c'est que ça retarde ton seuil de fatigue. Donc, en fait, tu te fatigues moins vite dans l'effort. Parce que ça va venir se fixer sur tes récepteurs de la fatigue dans le corps. Et du coup, tu vas moins ressentir la fatigue. Mais encore une fois, il faut voir avec qui tu le fais ou pas. Par exemple, quelqu'un qui boit jamais de café, qui est pas du tout... qui boit pas de caféine en règle générale, c'est peut-être pas une bonne idée, en tout cas, de le faire le jour de l'épreuve, quoi. Si t'as pas testé... Alors, dans tous les cas, tu testes toujours tout le jour de l'épreuve, ça c'est sûr et certain. Comme tes baskets, tu testes tout avant. Mais oui, ça, faut tester avant, quoi. Est-ce que t'as vu cet article sur les dangers de la supplémentation chez le sportif qui vient de sortir, là, l'ANSES a sorti? Ouais, j'ai vu que c'est sorti mi-juillet. Alors, du coup, ça mettait en garde un peu sur la supplémentation pour les produits à base de protéines, d'acides aminés et de plantes. Je crois que c'était les trois là. Bon, pour moi, c'est du bon sens, l'article. C'est-à-dire que ça englobe tous les compléments que tu peux retrouver sur le marché, sur Internet, etc. Et pas seulement les compléments qui sont labellisés, qui sont contrôlés, où on sait que tous les ingrédients sont bons, etc. Il y avait d'ailleurs un rapport qui était sorti en 2016 où ils avaient alerté parce qu'il y avait eu des cas, je crois qu'il y avait même eu 2 morts suite à la supplémentation en produits protéinés, etc. Mais en fait, quand tu lis le rapport dans son intégralité, tu vois qu'en fait, ça englobe les protéines et les produits dopants, genre stéroïdes, anabolisants, etc. Donc en fait, tu peux pas vraiment faire la différence entre les deux. Ça reste du bon sens de contrôler la consommation, parce que c'est pas des bonbons, hein, les compléments, et c'est pas magique en plus de ça. Et ce qui peut être aussi dangereux pour certains compléments, je pense pour les plantes par exemple, c'est la surdose. Certaines plantes, certaines vitamines qui à haute dose peuvent être toxiques. Certains minéraux aussi, je prends le fer. Tout le monde se prend du fer comme des bonbons, mais le fer, si tu en consommes beaucoup, ça peut vraiment être très toxique. Donc oui,
je suis d'accord dans le sens où c'est bien de mettre en garde, mais il faut pas non plus avoir peur et se dire que tu vas consommer des protéines en poudre et donc tu vas avoir direct un problème. C'est pas vrai, on sait que c'est quand même safe, les protéines en poudre. C'est pas parce que c'est en poudre que c'est illégal ou que c'est dopant ou quoi. Consommer de la whey, c'est comme si tu mangeais un yaourt, quoi. C'est les mêmes protéines, en gros. Donc c'est pas du tout un problème. Est-ce que c'est quelque chose dont tu peux te servir avec tes patients quand tu remarques qu'ils ont du mal à avoir leur quota de protéines, par exemple ? Ouais, je m'en sers quand soit quand l'apport, enfin les besoins en énergie et donc en protéines sont très élevés, soit quand t'arrives pas à combler forcément tes besoins par l'alimentation parce que ta faim est pas aussi importante que ce que tu dois manger. Donc du coup, ça devient beaucoup plus facile parce que vu que tu le consommes liquide, c'est plus facile que de manger un steak ou 2 œufs ou un truc protéiné solide. Tu réduis le volume alimentaire finalement. Ouais. Et c'est ce qu'on fait souvent chez le sportif, contrairement à la population générale, c'est qu'on a tendance à réduire le volume pour manger assez de calories, alors que la population générale, on va plutôt avoir tendance à augmenter le volume alimentaire pour pas justement consommer trop d'énergie. Oui, exactement. Et est-ce que d'un point de vue global, il y a des compléments alimentaires qui peuvent être bénéfiques chez le sportif ? Oui, alors on a parlé de la caféine, la créatine en l'occurrence aussi dans les sports de force, on sait que c'est efficace, que ça augmente ta force et ta récupération. Le magnésium, je dirais que s'il y a un complément que tout le monde pourrait prendre tout le temps à l'année, c'est le magnésium, parce que rien que 75% de la population générale est carencée en magnésium. Chez le sportif, il me semble pas qu'on ait des données, mais bon, étant donné que le magnésium rentre dans plein de réactions que tu as à l'effort physique, je pense que la prévalence elle est encore plus importante. Et après, ça va être du cas par cas. Moi, j'aime pas forcément citer genre 5 compléments hyper utiles pour le sportif parce que c'est du cas par cas et que moi, je suis plus à promouvoir le fait d'apporter par l'alimentation que par les compléments parce qu'en fait c'est pas magique les compléments et justement ce que j'aime bien faire aussi c'est la nuance entre complémentation et supplémentation. Tu vas venir compléter ton alimentation et pas supplémenter, c'est-à-dire tu vas venir apporter ce que tu n'as pas dans l'assiette et pas apporter plus que ce que tu as déjà. Se complémenter ça peut améliorer les perfs, se supplémenter ça ne les améliorera pas parce que apporter plus que ce que tu n'as besoin, ça ne les améliore pas. Sauf si après tu as recours au dopage, mais c'est pas c'est pas l'idée. Donc voilà, après tu adaptes. Ce qui peut être utile, c'est les oméga 3 pour quelqu'un qui va pas avoir une consommation en oméga 3 qui est suffisante, ce qui est le cas pour beaucoup de gens, parce que pour être sûr d'avoir assez, il faut quand même manger du poisson gras, parce que les oméga 3 que tu vas avoir dans les produits végétaux, c'est quand même pas les mêmes oméga 3 et le taux de conversion, il est très faible. Donc ça peut être intéressant et après voilà, c'est du cas par cas. J'imagine que chez les femmes, le fer, c'est à doser justement pour pas risquer d'en prendre trop, mais de pas être carencé non plus. Il y a beaucoup de sportifs, surtout sportifs pour le coup, à cause des menstruations qui sont carencés en fer. Mais moi, je vois trop de sportifs qui en prennent comme ça, quoi. Ah ouais ? Parce qu'ils ont vu la pub sur Instagram et du coup, ils prennent du fer parce que c'est bien. Sans consulter qui que ce soit. Ouais. Mais pour beaucoup de compléments. Oui. La plupart des gens qui prennent... Aujourd'hui, je crois qu'il y a 64% de la population française qui prend des compléments à l'année. Je pense pas que ces 64%-là, ils vont consulter pour demander, quoi. Donc oui, faut vraiment faire attention à tout ce qu'on consomme et se demander si c'est vraiment utile et si ça va vraiment apporter un vrai plus. Et si je peux pas le combler aussi dans mon assiette, quoi, au final. Et le magnésium, il n'y a pas de risque de trop en consommer pour Alors, pour la plupart des personnes, non, parce que le magnésium est hydrosoluble, donc le surplus potentiel que tu vas consommer, tu vas l'éliminer dans les urines. Okay. Donc en fait, contrairement au fer qui va s'accumuler dans tes tissus et se stocker. Ok, très très clair. Justement, alors il y a plein de sujets qui reviennent tout le temps quand on parle de sport. Je voudrais te demander ton avis, mais de manière plus globale, ce que dit la science, parce que je sais que c'est toujours de cette manière-là dont tu réponds. On parle de la fameuse fenêtre métabolique 30 minutes après l'effort. Oui, alors la fenêtre métabolique ou anabolique, en gros pour la définir simplement, comme on pourrait définir comme une période après l'entraînement durant laquelle le corps il serait plus réceptif à certains nutriments et notamment les protéines et les glucides. On a tous un peu en tête ou entendu que cette fenêtre anabolique-là, elle serait de l'ordre de 30 minutes. Genre, en gros, dans les 30 minutes, il faut que tu consommes tes protéines, tes glucides. C'est trop tard. Voire même, moi j'ai entendu certaines fois, tout ce que tu consommes dans les 30 minutes, ça s'annule. Ça a 0 calories et tu le consommes direct. Je te jure, j'ai entendu ça dans un podcast d'une diététicienne. Alors, dans les faits, cette fenêtre-là, elle est beaucoup plus longue que ce que l'on pourrait penser. Elle pourrait même s'étendre jusqu'à 24 à 48 heures. Ok.
Donc en fait, t'es pas obligé de te jeter sur ton shaker de whey après l'entraînement. Le truc qui est beaucoup plus important, c'est d'avoir assez de protéines sur la journée et réparties convenablement, c'est-à-dire toute la journée. Plus que de timer à un certain moment. Et quand on regarde la littérature, c'est beaucoup plus intéressant de faire comme ça, à calories égales, que de cibler juste après l'entraînement. D'autant plus que ce qui compte, c'est la quantité de tes protéines, la qualité de tes protéines, que tu apportes tous les acides aminés et la quantité à chaque prise. C'est-à-dire, on essaye d'avoir au moins 0,3 g de protéines par kilo de poids de corps par prise alimentaire pour être sûr que ça stimule cette voie de synthèse des protéines, cette voie mTOR, pour ceux qui ont déjà entendu le nom de cette voie, parce qu'à 0,3 g de protéines, on sait qu'on a assez de leucine. La leucine, c'est un acide aminé branché qui est justement un activateur de cette voie de synthèse des protéines. Et pour être sûr d'en avoir assez, d'en avoir 3 grammes, puisque c'est très compliqué de comptabiliser ça dans l'alimentation. Moi, je sais pas combien de leucine par jour je mange, alors que les protéines, je peux te dire. On admet ce seuil de leucine qui est à 0,3. Donc plutôt de se concentrer sur direct après mon entraînement, il faut que je consomme des protéines. Il faut plutôt s'interroger sur l'apport en protéines sur la journée, si je le répartis bien et la qualité de mes protéines. Ouais, donc il en faut à chaque repas quand même, quoi. Oui, idéalement. En sachant qu'il n'y a pas vraiment de limite haute. On entend souvent que tu as une limite de 20 à 30 grammes, mais en fait, il semblerait que ce soit beaucoup plus haut, qu'on puisse monter jusqu'à 60 grammes de protéines par repas. Après, bien sûr, plus tu fais de prise alimentaire, plus c'est facile de répartir ton apport. Si tu as que 2 repas et que tu consommes des protéines que sur un repas, quand tu fais le calcul de grammage de protéines par kilo de poids de corps par rapport à ton poids, ça devient compliqué de l'apporter sur un seul repas, quoi. Donc c'est mieux de l'étaler, mais pas trop pour avoir quand même ce seuil de leucine là. Ça devient des maths là, mais... donc le fameux petit-déj, pain, beurre, confiture, quand on est sportif, on essaye de l'améliorer, quoi, en ajoutant un petit fromage blanc, un petit truc... un truc protéiné. Protéiné, ça a vraiment encore plus de sens que pour la population générale. Ok. Justement, tu parlais des acides aminés. Alors, les BCAA, on a tout entendu sur les BCAA. C'était génial, que ça servait à rien, qu'il fallait pas, qu'il faut. Alors, qu'en est-il ? J'ai eu le temps de regarder ça aussi quand même ces dernières années, ce qu'on disait là-dessus. Autant dans les sports de force que dans les sports d'endurance, parce que dans les deux cas, c'est vachement prôné. En gros... Dans les sports de force, ce qu'on se rend compte, c'est que si tu prends des BCAA, mais sans un mélange d'autres acides aminés essentiels, tu vas pas avoir un impact positif sur ta synthèse musculaire ou sur ta récupération musculaire. Il faut vraiment que tu aies tous les acides aminés essentiels. Et quand c'est pris seul, tu n'as pas de meilleur impact que si tu prends un mélange de protéines et d'acides aminés essentiels. Donc pour les sports de force, c'est ballot, c'est pas forcément efficace. D'autant plus que les seules études qui ont montré une efficacité, c'est fait sur des rongeurs, sur des cultures cellulaires in vitro ou sur un muscle au repos. Et pas sur un muscle après activité physique, après musculation, etc. Dans les sports d'endurance, c'est vachement prôné pour 2 choses. Déjà parce que... lors des efforts de longue durée, tu vas oxyder des acides aminés parce que tes réserves en glycogène, elles s'amoindrissent et du coup, tu as quand même besoin d'énergie rapidement disponible. Les acides aminés, c'est plus rapidement disponible que les graisses si tu veux soutenir ton intensité. Et donc, les acides aminés qui sont oxydés en priorité, c'est les BCAA, en fait. C'est eux qui sont principalement oxydés dans ton muscle et qui vont te permettre derrière de régénérer de l'ATP pour assurer la contraction musculaire. Donc, l'hypothèse, c'était si c'est ça que j'oxyde, si j'en apporte, je vais moins en oxyder. Sauf que, pas de chance aussi, on s'est rendu compte qu'en consommant des BCAA, le corps allait prioriser ça parce qu'il en avait plus. Donc tu allais encore plus oxyder de BCAA. Et après, l'autre hypothèse, c'était sur... la fatigue centrale. Alors ça, c'est un peu controversé, mais en gros, l'hypothèse étant, si j'apporte des BCAA, j'ai moins de tryptophane, qui est un autre acide aminé qui rentre dans mon système nerveux central, parce que c'est en compétition, les acides aminés. Et du coup, le tryptophane, qui est un précurseur de la sérotonine, je vais moins fabriquer de sérotonine, qui est quand même responsable de la fatigue centrale à l'effort. Si j'ai plus de sérotonine, je vais être moins alerte et je vais être plus fatiguée mentalement. Sauf que on s'est rendu compte que oui, il y avait moins de synthèse de sérotonine en prenant des BCA, parce que forcément ça rentrait en compétition avec le tryptophane, mais que aujourd'hui c'est pas vraiment la sérotonine qui est responsable de la fatigue centrale, ou du moins elle est pas la seule. Donc là ça devient un peu technique, mais en fait
on s'est rendu compte que les BCA n'avaient pas forcément de rôle à jouer dans la survenue de la fatigue mentale à l'effort de longue durée. Donc aujourd'hui, moi j'ai tendance à dire que pour un complément qui est souvent vendu cher, il n'a pas forcément sa place et qu'en fait on ferait mieux de se concentrer sur des choses un peu plus importantes qui jouent vraiment un rôle important, quoi. Ok, bon bah c'est très clair. Comme réponse, top. Le collagène. Aussi, on a l'impression que si on prend du collagène, nos tendons vont ça aussi. Alors ça, c'était un de mes derniers sujets de recherche là, parce que j'ai fait une vidéo YouTube là-dessus, parce que je l'ai longtemps conseillé aussi. Mais j'ai commencé à entendre des trucs. Oui, c'est pas efficace finalement quand tu regardes bien les études, etc. Donc je me suis intéressée. J'ai fait un gros travail de recherche là-dessus. Le collagène, je suis un peu dubitative. Aujourd'hui, j'aurais plutôt tendance à dire que c'est pas efficace, mais on n'est pas à l'abri d'avoir des nouvelles recherches qui montrent que oui. Mais je vais t'expliquer pourquoi je tends plus vers le non. En gros, quand tu consommes du collagène, tu n'assimiles pas une protéine de collagène. Tu assimiles des acides aminés qui, derrière, une fois dans ton corps, n'ont pas la mission d'aller spécifiquement dans tes fibres de collagène. Ils vont aller là où ton corps a besoin, tes acides aminés. Donc, en fait, tu sais pas si ça va aller spécifiquement dans tes tendons, dans tes articulations, etc. Donc, déjà, cette histoire de collagène de type 1 ou 2, ça fait plus vraiment sens. En plus de ça, quand tu regardes les études qui ont été réalisées, t'as des études qui concluent, quand tu regardes la conclusion, que le collagène c'est efficace et que ça aide dans la guérison ou la prévention des blessures. Sauf que quand tu t'intéresses aux méthodologies, tu as soit quand tu as souvent deux groupes, un groupe témoin, un groupe qui prend le collagène. Dans le groupe témoin, il te donne pas un bolus de protéines, il te donne un placebo de maltodextrine. Donc déjà, ça fait une grosse différence sur l'apport en protéines parce que tu as un groupe qui va consommer plus de protéines et l'autre moins. Donc, ok, s'il y a un groupe qui, justement, a des résultats positifs, est-ce que c'est vraiment le collagène ou est-ce que c'est juste qu'il a consommé 20 grammes de protéines en plus par jour ? Il y a ça, et il y a le fait que dans beaucoup d'expériences, ils couplent le collagène à la vitamine C. Et on sait que la vitamine C, dans ton corps, elle aide à synthétiser le collagène. Donc, une fois encore, est-ce que c'est le collagène ou est-ce que c'est la vitamine C ? Donc voilà, ce qu'on a comme étude pour l'instant, en fait, il faudrait une étude qui montre, qui fasse vraiment collagène vs un placebo, mais un placebo avec la même quantité de protéines, avec les mêmes exercices aussi qui ont été réalisés, parce que souvent dans les études, ils prenaient un groupe avec collagène, ils leur faisaient faire des exercices, etc., et l'autre, il faisait rien. En fait, tu avais ton placebo de maltodextrine et tu faisais rien. Donc affaire à suivre. On attend la suite. Mais aujourd'hui, c'est plus quelque chose que je conseille parce que je trouve que c'est cher pour les résultats qu'on n'a pas forcément dans la littérature. Je conseille plutôt de faire attention à l'apport en protéines et en vitamine C, quoi. Ouais. Voilà. Okay. Moi, j'en avais acheté parce que, pareil, j'avais vu que c'était apparemment super et comme je fais pas mal de sport, je m'étais dit, voilà. Et quand j'ai mal au tendon, j'en prends. Et alors, je sais que c'est, à mon avis, effet placebo, mais en fait, je crois que je suis contente de me dire, bon, allez, je vais prendre un peu de collagène. Il faut pas négliger l'effet placebo. Hein. Ouais. C'est hyper fort. Moi, j'ai certains sportifs, ils font certains trucs, mais si j'estime que c'est pas dangereux, pas grave et que ça n'interfère pas avec d'autres choses, je les laisse continuer parce qu'ils y croient. C'est hyper fort, ça. Mais donc, je vais prendre mes petites gélules de collagène avec un kiwi, quoi. Pour avec vitamine C, non, ce sera mieux quand même. Ça. Mais, et souvent, dans certains collagènes, tu as de la vitamine C. C'est pas si j'en ai plus, quoi. Mais, voilà, pour le collagène. Ouais. Aussi, on entend souvent whey versus caséine. On oppose un peu les deux. Est-ce qu'il y en a un qui est mieux que l'autre ? Est-ce qu'il faut prendre les deux ? Déjà, si tu fais la diff entre les deux, la whey et la caséine, c'est deux protéines laitières. Hein. Le lait, t'as du lactosérum, donc de la whey et de la caséine. Dans le lait, t'as 80% de caséine et 20% de lactosérum. La whey, la différence entre les deux, en gros, c'est que la whey, c'est une protéine qui est assimilée plus rapidement, en 1 à 2 heures, alors que la caséine, c'est 6 heures. C'est deux protéines très qualitatives sur le plan... profil en acides aminés, elles ont tous les acides aminés essentiels que le corps ne sait pas fabriquer. Ces deux protéines qualitatives, bien absorbées, etc. J'aurais tendance à dire, à la limite, si tu veux consommer des protéines le soir, prends peut-être de la caséine parce que c'est assimilé plus lentement. Donc, quand tu as une longue période sans apport énergétique, c'est plus intéressant. Maintenant, je pense qu'entre les deux, il n'y a pas vraiment de diff parce que vu ce qu'on disait sur la fenêtre anabolique, tu n'as pas vraiment d'intérêt à assimiler vite des protéines après le repas. Autre chose aussi qui diffère entre les deux, c'est que il semblerait que la whey, elle se dénature un petit peu plus à la cuisson que la caséine. Donc, si tu fais des recettes, il vaut mieux faire avec de la caséine que de la whey parce que les acides aminés se dénaturent un peu plus. Voilà. Mais sinon, il n'y a pas de grande diff. Et puis après, tu as différents types de
de whey, de caséine. Par exemple, pour la whey, la plus connue, c'est l'isolate whey, qui est finalement la plus qualitative et la plus chère parce que tu as vraiment un concentré de protéines et elle est sans matière grasse et sans lactose. Donc pour les personnes qui sont intolérants au lactose, typiquement, l'isolate whey, c'est bien parce que tu n'as pas du tout de lactose. T'as pas de glucides, donc t'as pas de lactose. Mais encore une fois, si on est sûr d'avoir une consommation de protéines suffisante par l'alimentation, le bénéfice de prendre de la whey ou de la caséine, ouais, sauf si... alors, il y a quantité et il y a qualité en protéines. Tu vois, si tu consommes pas tous les acides aminés essentiels, ça peut être intéressant. Je pense par exemple aux végétariens, végétaliens. Alors, attention, hein, souvent les végétariens, végétaliens, ils font attention à ça, bien plus que des personnes qui consomment des protéines animales. Et donc, c'est pas fréquent, les carences non plus. Mais faut quand même faire attention. Et moi, ce que je conseille souvent, c'est pour les sportifs, enfin, pour les personnes végétariennes, végétaliennes, surtout végétaliennes, plutôt te mettre dans la fourchette haute d'un point de vue apport en protéines. Parce qu'en fait, on se rend compte que à 1,6 g de protéines par poids de corps par jour, entre un régime végétarien et omnivore, t'as pas de différence sur la synthèse protéique. Donc voilà, plutôt être dans la fourchette haute. Et puis si tu consommes pas du tout de viande, de poisson, d'œufs, ça peut être intéressant. Okay. Ou alors tu fais vraiment attention à la complémentarité des acides aminés dans ton assiette, etc. C'est un pli à prendre, quoi, mais ça demande un peu plus de rigueur. Ouais. Et les autres types de whey, par exemple, donc pour les végétaliens, elles sont intéressantes parce que... Alors du coup, c'est pas de la whey, parce que c'est pas issu du lait, mais tu as certaines protéines en poudre. Alors le mieux, c'est d'avoir une protéine avec un mélange à base de pois et de riz, parce que ça complète les acides aminés qu'il n'y a pas dans le pois, tu les retrouves dans le riz. C'est le même principe céréales, légumineuses en fait. C'est ce qu'il y a de mieux. Protéines de chanvre aussi, c'est pas mal. Mais voilà, les meilleurs types de protes végétales. On a reçu ici un docteur là, pour un podcast, c'était Sébastien Demange, qui est végétalien. On a justement parlé de ça et il expliquait que même cette complémentarité, finalement, au cours d'un même repas, n'était pas forcément indispensable, parce que ça pouvait se faire sur la journée. Alors peut-être qu'il y a une spécificité chez les sportifs. Non, tout à fait. Après, c'est beaucoup plus simple de dire pendant un même repas, je mange mes céréales avec mes légumineuses, mais c'est pas nécessaire que ce soit au sein d'un même repas. Il avait l'air de dire aussi. J'étais surprise parce qu'on apprend ça. Enfin, en tout cas, moi, j'avais appris ça pendant le BTS. Moi, j'avais appris ça après le BTS aussi, genre 2 ans après. Alors, les protéines, justement, on en parle. Ça fait aussi grand débat. On dit que quand on mange trop de protéines, ça peut avoir plein d'effets délétères sur nos reins. Qu'en est-il ? J'ai une petite idée de la réponse. Alors, je vais nuancer. C'est-à-dire que si tu prends le rapport de l'AFSA, d'ailleurs, je crois que c'est le rapport de 2007, il y a une rubrique sur apport excessif en protéines, et ils te disent bien qu'il n'y a eu aucun effet néfaste sur la fonction rénale chez des anciens culturistes qui forcément auraient consommé des hauts niveaux de protéines, etc. Et qu'aujourd'hui, il n'y a pas de preuves qui montreraient qu'un apport excessif en protéines, quand je parle d'apport excessif en protéines, on est au-delà de 2 ou de 2,5 grammes de protéines par poids de corps par jour. Il n'y a rien qui montre que ça aurait un impact sur la fonction rénale. Il y a même une étude qui avait été menée, je crois que c'est 2020 ou 2018, je sais plus, sur des culturistes où pendant 2 à 3 ans, ils leur ont fait consommer plus de 2,2 grammes de protéines par poids de corps, et on s'est aperçu à la fin qu'il n'y avait aucune différence sur la fonction hépatique, rénale et sur la composition corporelle. Donc, on a absence de preuves qui montreraient que ce soit délétère. C'est pas pour autant que c'est safe ou quoi. J'ai tendance à dire toujours que faut rester méfiant et que c'est pas parce que on n'a pas de preuve que c'est mauvais qu'il faut consommer 4 grammes de protéines par poids de corps par jour. De toute façon, ça n'a aucune utilité. Ça n'a aucune justification scientifique. C'est-à-dire que souvent, au-delà d'1,6 g par poids de corps par jour, tu n'as aucun bénéfice lié à une synthèse musculaire plus importante ou quoi. Dans certains cas très spécifiques, on peut monter à 2, 2,2, 2,5, vraiment pour des athlètes entraînés en force, etc., qui ont déjà une masse musculaire importante. Mais en fait, il n'y a pas du tout lieu de monter au-dessus. Mais tu peux monter jusqu'à 2,5 grammes de protéines, tu n'auras rien au rein, sauf si tu as quelque chose déjà sur ta fonction rénale, quoi. Mais sinon, il n'y a aucun risque. Puis c'est forcément au détriment d'un autre macronutriment. Donc Exactement. Ouais, voilà. C'est ça. Si tu consommes 4 grammes de protéines par jour, il va te manquer quelque chose à côté. Voilà, donc ça crée forcément un déséquilibre aussi, même si c'est pas dangereux. Ouais, ok. Si on parle de poids et de sport, parce que c'est quand même un grand sujet aussi, quand en général, les gens, quand on dit qu'ils veulent perdre du poids, c'est qu'en fait, ils veulent perdre de la masse grasse, sans forcément perdre de la masse musculaire.
Ouais. Comment on peut réussir à perdre de la masse grasse sans fondre musculairement? Chez les sportifs, t'en as quand même qui cherchent à perdre du poids et tu perdras forcément de la masse musculaire. Parce que quand tu Ok. parles de poids, t'es quand même obligé de perdre un peu en masse musculaire. Dans tous les cas, tu peux maintenir ton ratio masse grasse, masse musculaire en pourcentage. Tu vois, si t'as, je sais pas, 20% de masse grasse et puis tant de pourcents de masse musculaire, tu peux maintenir ces ratios, mais en diminuant le poids, tu vas quand même diminuer ta masse musculaire. Tu vas perdre des grammes de graisse, mais tu vas aussi perdre des grammes de muscle, quoi. C'est mathématique. Mais pour limiter cette fonte musculaire quand même, le but c'est quand même de ne pas avoir un déficit trop agressif. C'est quoi que tu appelles agressif à peu près? En général, moi quand je fais des pertes de poids, le déficit il est de 10 à 15%, sauf s'il y a vraiment un surpoids ou une obésité et que le poids de forme est vraiment loin. Quand je dis loin, c'est au-dessus de 10 kilos, enfin 10 kilos au plus bas, 10-15 kilos, et là tu peux descendre à 20%. Mais sinon, j'aime pas trop. On a tous des méthodes différentes après, mais moi, je suis pas fan parce que souvent, ça crée des fringales, une baisse de performance, une moins bonne récupération, etc. Donc déjà, faire un déficit qui est progressif et puis maintenir l'apport en protéines. Pour quelqu'un qui va chercher à perdre du poids, moi, j'aime bien le maintenir à 1,6 g de protéines, même si il fait pas forcément une activité de force ou quoi, mais quand même le mettre assez haut au niveau de l'apport en prot, en faisant attention à la qualité des protéines aussi. Ouais. Et moi, ce que je dis souvent à mes patients, c'est qu'il n'y a pas non plus de miracle, quoi. Je leur dis, moi, je vais gérer à peu près l'apport en protéines, mais vous, de votre côté, il faut bouger, quoi. Parce que, en fait... Oui, bien sûr. T'en as qui ont super peur de prendre trop de muscles s'ils consomment trop de protéines, mais il y a des mecs qui font du bodybuilding depuis des années et qui n'arrivent pas à prendre encore plus de muscles alors qu'ils bouffent des protéines. Donc t'inquiète, c'est pas parce que tu fais pas de muscu que tu vas prendre du muscle. Pour faire du muscle, il faut qu'il y ait une stimulation mécanique derrière, en fait. Ouais. Donc oui, l'alimentation, ça joue, mais derrière, là où l'effet inverse, si tu veux perdre du poids, tu peux ne pas faire de sport, au final. C'est pas forcément idéal, mais tu peux. Pour prendre du muscle et vraiment de la masse musculaire pure, il faut que tu aies une contrainte mécanique, en fait. Ouais, voilà. Donc ça, c'est un bon deal avec mes patients, justement, aussi. Moi, je fais mon job avec mon petit calcul de protéines. Je suis sûre que vous en avez assez. Mais vous, d'un autre côté, ça pourrait être sympa de vous mettre à une petite activité physique aussi. Parce que je leur explique que le but, c'est pas qu'ils perdent trop de muscles, quoi, quand même. Exactement. Il y a un protocole où, je sais pas, est-ce qu'il faut commencer par 5% de déficit, ou est-ce que tu peux tout de suite partir à... Non, en général, moi, je calcule, j'applique un truc entre 10 et 15. Ça dépend de l'apport que ça me fait. Si quelqu'un a un apport assez bas, j'irai pas trop en dessous de 10 parce que sinon, ça fait pas beaucoup de calories et tu fais quand même du sport à côté. Et sinon, je peux descendre à 15. Mais en restant quand même flexible. Moi, j'explique aux gens, le but, pour moi, l'équilibre alimentaire, le principe de l'équilibre alimentaire, c'est pas manger tout le temps la même chose à chaque repas. C'est un équilibre, c'est quoi? C'est des plus et c'est des moins qui fait que tu arrives à un équilibre parfait. Donc voilà, c'est pas toujours égal en fait. Et donc c'est pareil quand tu cherches à perdre du poids. Tu peux très bien avoir un déficit calorique et puis à un moment donné te remettre à une maintenance pour stabiliser, pour reprendre un peu d'énergie aussi, pas avoir faim, de baisse d'énergie, de mauvaise récupération, etc. Donc, tu vois, certains jours, en plus, je le fais pas du tout, ça, mathématiquement, mais enfin, je calcule pas exactement, mais factuellement, certaines fois, tu vas être à 20% de déficit, d'autres fois à 10, un jour à 0, un jour à plus 5. Le tout, c'est que sur la moyenne de ta semaine ou de ton mois, tu sois quand même cohérent par rapport à ce que tu veux atteindre. Et est-ce que c'est possible de perdre du gras, mais d'améliorer ses performances sportives? Est-ce qu'on pourrait se dire, mais en perdant du poids, je vais être moins performant parce que, je sais pas, je vais peut-être être un peu fatiguée, mais d'un autre côté, on se dit, je serais peut-être un peu plus léger. Par exemple, je pense au crossfit, je dois faire des tractions, donc... En fait, ça dépend vraiment des disciplines, quoi. Dans certaines disciplines, le rapport poids-puissance, il prime vraiment. Je prends l'exemple des sports de combat, plus t'es lourd, plus tu vas défoncer l'autre. C'est mathématique. Dans les sports d'endurance, t'en as qui vont penser, alors souvent à tort, que plus tu es léger, moins t'as de masse grasse, plus t'es rapide et efficace. Ça peut être vrai sur une courte durée. Mais en fait, quand tu regardes les athlètes qui durent dans le temps, t'en as pas beaucoup qui sont en aménorrhée, qui sont en RED-S et compagnie. Donc si tu veux vraiment performer et durer, et moi c'est vraiment mon adage, c'est il faut quand même que tu aies de la réserve, quoi. Donc en fait
ta question, on peut l'adapter à toute discipline. Dans certaines disciplines, tu vas perdre la masse grasse, tu vas être plus performant. Dans les sports d'endurance notamment. Mais si tu perds de la masse grasse sur quelque chose qui n'a déjà pas de masse grasse, tu vas pas être performant, ça va avoir l'effet inverse. Et dans d'autres disciplines, ça va être plus intéressant d'avoir plus de masse grasse. Donc c'est pour ça qu'il faut adapter au final. Ouais. Et justement, pour la prise de muscles, donc ça se fait beaucoup dans l'haltérophilie, dans le fitness et tout ça, où c'est souvent des hommes d'ailleurs qui alternent, qui disent je vais prendre du muscle. Qu'est-ce qu'il est possible de prendre comme muscle sur une année ? C'est difficile à estimer, mais pareil, ça dépend d'où tu pars. Je pense pour un débutant qui vraiment fait pas de sport et qui a une grosse marge de progression devant lui, je pense qu'on n'est pas dans le faux si on dit qu'il peut prendre 5 à 10 kilos de muscle dans l'année. Ah ouais. Quelqu'un qui va avoir un niveau avancé entre 2 et 5 et quelqu'un qui va vraiment... déjà un pratiquant très avancé, s'il arrive à prendre 1 kilo de muscle dans l'année, ce sera beau, quoi. Et de toute façon, tu le vois, hein, les athlètes en muscu, en crossfit, au bout d'un moment, quand tu es vraiment à un bon niveau, tu mets des mois à mettre 500 grammes en plus sur ta barre, quoi. Ouais. Donc, ça dépend de l'âge aussi, non ? Il y a un âge où... Ça dépend de l'âge aussi, parce qu'avec l'âge, ta masse musculaire, elle diminue aussi. Et c'est ça qui fait que ton métabolisme de base, il diminue aussi. Et d'ailleurs, c'est bien qu'on aille là-dessus, parce qu'on a souvent l'idée que plus tu as de muscles, plus tu dépenses d'énergie. Alors, je vais te dire un truc, 1 kilo de muscle, c'est 13 calories. Hein. Ouais, je sais. En plus. Je m'étais déjà renseignée. Donc, tu fais le calcul, si tu prends 5 kilos de muscle, tout au plus, tu vas dépenser 70 calories en plus par jour. Ce qui fait que tu augmentes ton métabolisme de base avec une prise de masse musculaire, parce que c'est vrai, hein, tu augmentes vraiment ton métabolisme de base, c'est qu'en fait, tu as un turnover des protéines qui est plus important. En fait, tu vas dégrader et resynthétiser plus de protéines, et ça, c'est hyper énergivore. Donc, c'est ça qui va faire que tu vas consommer plus d'énergie et donc que tu vas augmenter ton métabolisme de base. Bien plus que juste ton muscle qui est consommateur d'énergie en tant que tel. Bon, c'est un autre argument pour les tout jeunes, là, allez, si tu te mets à faire de la muscu, s'ils souhaitent, hein, tu peux prendre 5 kilos de muscle... Ouais, ça peut aller vite au début. Encourageant. Mais de toute façon, tu vois que les progressions, elles sont plus flagrantes au début, mais dans toute discipline. Tu progresses beaucoup plus rapidement au début, et puis après, forcément, ce serait beau si tu progressais toujours de la même façon. Hein. Ouais. Et alors, à l'inverse, tu sais, moi, c'est beaucoup de femmes que je suis, et j'ai un groupe Facebook où il y a beaucoup de commentaires, et souvent, ce qui arrive, c'est que, par exemple, elles se pèsent au bout de 2-3 semaines, et elles se disent « Ah, mais j'ai pas perdu sur la balance », et puis t'as des autres dames super bien intentionnées qui disent « oui, mais si vous avez commencé à faire du sport, c'est normal parce que vous avez pris du muscle. » Mais c'est quoi la quantité de muscle qu'on peut prendre sur 2 ou 3 semaines quand on est une femme, quoi ? Pas énorme. Ouais, voilà. Pas énorme. Si tu prends 5 kilos par an, tu fais le calcul. Hein. Si tu divises par 12 et que tu redivises par 4, c'est pas... Donc ça, c'est un peu une fausse croyance aussi, de se dire... Oui, je pense que ça peut se compter en mois, tu vois, mais si tu fais du sport, t'as quand même derrière souvent une perte de masse grasse aussi. Ouais. Donc, par contre, tu peux stocker plus de glycogène, donc plus d'eau, parce que quand tu prends plus de muscle aussi, tu stockes plus de glycogène. 1 gramme de glycogène, c'est stocké avec 3 grammes d'eau, donc tu stockes aussi plus d'eau. Ton muscle, il est plus riche en eau aussi. Ouais. Ton muscle, c'est 70% d'eau et ta masse grasse, c'est 20-30%. Donc forcément, un sportif qui est musclé, il va être plus riche en eau que quelqu'un d'autre. Mais bon, revenu à ton poids corporel, c'est pas... Tu prends pas 6 kilos de flat, quoi, sinon il y a un problème. Donc c'est vrai que je pense que c'est un peu ce qu'on se dit parfois quand on veut se rassurer aux heures de choses, de dire oui, mais c'est parce que j'ai pris un peu de muscle et tout ça. Mais c'est vrai que dans les 2-3 premières semaines, ça paraît un peu... Oui, de toute façon, c'est trop juste pour avoir vraiment une idée aux 2-3 semaines. Et puis... Tu sais, il peut y avoir aussi le fait que tu te mets au sport, donc tu as plus faim, donc tu manges plus. Et en l'occurrence, tu as l'impression que tu manges moins que ce que tu dépenses, mais c'est pas le cas. Moi, combien de fois, il y a des gens qui m'ont dit je mange au McDo, c'est bon, j'ai fait ma séance de fitness. Mais ton McDo, tu peux aller refaire 4 séances de fitness. Tu veux vraiment raisonner comme ça. C'est clair. Et encore, là, je nuance, tu fais pas ça pour ça. Si t'as envie d'aller au McDo, va au McDo, quoi. Mais ne le fais pas par rapport à ça, quoi. Mais ouais, je pense qu'il y a aussi cet aspect, ta faim, elle augmente quand ta dépense augmente, ta faim augmente, quoi. Ouais. Et tu vois, donc moi, je fais du crossfit et j'avais déjà donné une conférence dans la box dans laquelle je m'entraîne, et j'avais justement fait un peu l'exercice de combien vous pensez que vous consommez avec le crossfit. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le crossfit, on a l'image d'un sport super intense, et ça l'est, mais une vraie séance de crossfit, c'est les explications au tableau, puis c'est l'échauffement, et finalement, le WOD dure 20 minutes, quoi, en général.
Et donc, j'avais calculé que quelqu'un sportif qui s'entraîne 3 fois au CrossFit, finalement, si on ramène le temps vraiment d'effort sur les 3 séances, ça fait 1 heure finalement de sport, et que je crois que c'était même pas 900 calories. Enfin, c'était vraiment... Ouais, ça je le fais dans mes formations quand on fait les études de cas. Je leur demande de calculer les besoins énergétiques du sportif. Et souvent, il y a un gros décalage avec mon calcul parce qu'ils prennent pas en compte le temps où tu es dans le vestiaire, le temps où tu parles avec le coach, le temps où tu as de récup aussi, etc. Donc oui, tu peux vite surestimer tes dépenses. Et donc, j'étais arrivée à la conclusion, finalement, quelqu'un qui s'entraîne 3 fois par semaine, il brûlait genre 1 ou 2 sneakers, quoi. Ouais. Mais sauf que dans la tête des gens, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est « Ah bah non, mais j'ai fait du sport aujourd'hui, donc je peux manger, j'ai dû brûler au moins, je sais pas, 500 calories avec ma séance. » Mais en fait, c'est pas forcément ça. Par contre, sur le long terme, vu que tu vas prendre du muscle, tu vas augmenter ta resynthèse des protéines, ton métabolisme de base, il va augmenter, quoi. Ouais. Ça va faire la diff. Et tu le vois, moi je le vois sur moi et sur les autres aussi, quand tu as ton objectif principal qui est passé, tu vas vachement diminuer tes dépenses, tu vas continuer à manger pareil, voire plus, et ton poids va pas bouger parce qu'en fait, ton métabolisme de base, il est toujours plus élevé, donc en fait, tu continues à cramer des cales, quoi. Enfin, tu vois, c'est ce cercle vertueux du sport. Je pense que tu en as bien conscience, mais aussi quand on fait du sport, il y a l'aspect calories brûlées, etc., mais il y a aussi tout ce cercle vertueux dans lequel tu te mets, c'est-à-dire que tu fais du sport, donc d'une certaine manière, tu prends soin de toi. Et donc, du coup, tu as peut-être envie de mieux dormir. Et donc, du coup, tu as peut-être envie de mieux manger. Et du coup, tu vois... Ça, et puis même après, si tu parles d'un point de vue performance, tu te rends compte que la nutrition, ça joue un rôle dans la performance. Donc après, c'est clair que tu te mets dans un cercle vertueux qui... ton sport va t'aider à t'améliorer dans ta nutrition. Et du coup, l'inverse, en fait. Ouais. Et moi, c'est souvent ce que j'explique à mes patients, au-delà du nombre de calories brûlées, parce qu'il y en a encore quand même beaucoup qui se disent je vais faire du sport pour brûler des calories et pour perdre du poids. C'est quand même encore quelque chose. Mais ça peut être une motivation extrinsèque sur le coup. Je parlais de ça avec une prépa mentale justement qui disait tu peux commencer le sport parce que tu as eu une déception amoureuse, parce que tu veux perdre du poids, parce qu'on te dit que tu as trop de poids, machin. Ça peut être ta motivation externe sur le coup. Voilà, mais ça doit pas rester ta motivation intrinsèque sur le long terme. Il faut trouver ton pourquoi tu fais du sport, quoi. Et les gens qui disent j'aime pas le sport, tu peux toujours trouver un truc qui te plaît, même si c'est juste aller marcher avec un podcast. Ça reste de l'activité physique, quoi. C'est pas une activité sportive intense, mais au final c'est bien plus intéressant de bouger un petit peu tous les jours que de faire un petit peu de sport intense ponctuellement, quoi. Donc faut trouver ce qui te plaît au final. Ouais, exactement. Et le nombre de personnes qui se disent aussi je vais aller courir parce que tout le monde court et que c'est bien parce que courir ça brûle plein de calories, mais en fait ils détestent ça. Et moi je leur dis à mes patients mais faites autre chose, quoi. Ça vous tiendrez jamais sur le long terme, mais ça peut être de la danse, ça peut être du roller, ça peut être de la marche, ça peut être plein d'autres choses, mais c'est vraiment de trouver un truc qui va vous plaire à la base pour que ça puisse durer. Puis tu fais pas du sport pour perdre du poids, ou alors je te dis au début, quoi. Mais ça doit pas rester le pourquoi. Sinon après il y a autre chose qu'il faut creuser parce que derrière, il faut travailler ça, quoi. Ouais, exactement. Un sujet sensible chez les sportifs, c'est les blessures. Ouais. Je sais de quoi je parle. Donc, tu as des sportifs, toi, qui viennent te voir après une blessure ou pendant une blessure, ça peut arriver, ouais, carrément. Alors, la nutrition peut jouer un rôle dans la guérison, moins dans la prévention directe. Enfin, je veux dire, la plupart des blessures, souvent, c'est des trucs cons, quoi. C'est un faux mouvement, c'est du surentraînement. Mais, et encore que, je vais te dire, le surentraînement, pour moi, c'est juste un syndrome de sous-récupération. Et la récupération, ça passe par l'assiette. Et souvent, on se rend compte que le surentraînement, la majorité des athlètes qui sont en surentraînement, c'est que derrière, il y a un déficit énergétique chronique. Parce que si tu manges pas assez, qu'est-ce qui se passe ? Tu resynthétises pas ton glycogène, tu perds du muscle. Donc derrière, tu commences ton entraînement suivant, déshydraté, tu as moins de réserves de glycogène et donc tu peux moins maintenir tes intensités, tu vas taper dans tes réserves internes, ta masse grasse, elle baisse. Enfin bref, c'est tout un truc. Mais en fait, souvent, à l'origine du surentraînement, c'est l'alimentation qui fait que tu récupères moins bien, que tu dors moins bien aussi. Là. Le sommeil, ça rentre en compte dans la récupération. Et ça, tu as beaucoup de gens qui pensent juste que le surentraînement, c'est tu t'entraînes beaucoup, donc c'est trop. Mais non, tu as des sportifs qui s'entraînent 30 heures par semaine et qui sont en bonne santé, en fait. Parce que derrière, ils ont la récupération qui est adéquate. Et tu as d'autres sportifs qui vont s'entraîner 10 heures par semaine,
ce qui est beaucoup, mais pas beaucoup par rapport au sport de haut niveau, et qui vont tomber dans le surentraînement parce que derrière, ils s'alimentent pas assez ou mal, ils dorment pas, etc. Donc, c'est vrai que si on parle de ce type de blessure, si on peut le qualifier de blessure, le surentraînement, mais souvent le surentraînement, ça s'accompagne ou ça amène à la blessure. L'alimentation, forcément, ça rentre en compte, mais de manière indirecte. Là où ça rentre pas de manière directe en compte, c'est, tu vois, dans la survenue des tendinopathies, par exemple, on a longuement pensé que tu allais te déshydrater, bah, ça allait causer des tendinites. C'est pas le cas. Pareil pour l'équilibre acido-basique. Pareil, ça n'a aucun lien. Ton tendon, il n'est pas plus acidifié, il va pas s'inflammer comme par magie. Donc ça joue pas un rôle direct. T'as d'autres blessures. Je prends l'exemple d'une fracture de fatigue. Bah derrière, si tu veux guérir plus rapidement de ta fracture de fatigue, il faut que ton alimentation elle soit adaptée en énergie, en protéines, en vitamine D. Et derrière, si cette fracture de fatigue-là, elle a une cause plus profonde, genre problèmes hormonaux, ce qui est le cas chez les sportifs. Par exemple, quand tu t'alimentes pas assez, derrière, t'apportes pas assez de lipides, donc tu synthétises pas assez d'hormones sexuelles, et c'est les hormones sexuelles qui vont aider à remodeler le tissu osseux. Bah derrière, il faut faire attention à ça et augmenter l'apport en lipides. Pareil, chez une sportive qui est en aménorrhée, on va recommander, plutôt que d'être à 1 gramme de lipides par kilo de poids de corps par jour, on va essayer d'augmenter à 2 grammes. Quoi. Et souvent, c'est dur à mettre en place parce que c'est pas bien reçu. Mais ça peut jouer, en fonction de la blessure, ça peut jouer un rôle préventif, mais indirect, je dirais. Et puis après, de guérison pour revenir plus vite au niveau, quoi. Ah, c'est intéressant. Donc, quand tu vois arriver un sportif blessé, en fonction du type de blessure, tu sais déjà vers quoi tu vas orienter. Oui, bien sûr. Ouais. Et puis, quelle est l'origine aussi. Tu vois, je te parlais des fractures de fatigue, pareil, l'ostéoporose et tout, ça peut avoir une origine liée à l'alimentation parce que tu t'alimentes pas pendant une longue période. Et ça, tu as énormément de sportifs, surtout d'endurance et surtout de sportives qui tombent là-dedans. Combien tu vois de sportifs qui sont blessés, qui se font. C'est pas normal d'avoir des fractures de fatigue ou de l'ostéoporose à 30 ans, quoi. C'est pas normal non plus de pas avoir ces règles. Et t'as beaucoup de sportifs qui en fait se rendent pas compte parce que pour elles veulent pas d'enfants ou pas tout de suite, donc en fait c'est pas grave, c'est limite bien de pas avoir ces règles parce qu'en fait ça pose pas de problème. Tu sais, moi j'ai entendu des trucs dans des vestiaires de natation, le coach qui disait aux gamines bah si t'as tes règles c'est qu'il y a un problème, quoi. Donc en fait quand tu pars de ce principe là et que t'as un coach qui dit ça, c'est problématique, même à haut niveau encore, hein. T'as des coachs qui disent aux filles bah, si t'as tes règles, t'es un problème parce qu'en fait tu vas nous saouler pendant une semaine dans le mois et nous on va mettre quelqu'un d'autre qui va pas nous saouler, quoi. Voilà. Donc on en a encore là, même si je trouve que ça évolue. Je pense aussi un bon aspect des réseaux sociaux, c'est que on peut véhiculer l'information et on alerte vachement plus là-dessus. Et tu as beaucoup de coachs qui se forment aussi. Moi, je vois beaucoup de coachs qui s'intéressent à ça, qui cherchent à se former justement dans la femme, dans ses problématiques, etc. Mais là, je te parle de la femme, mais j'exclus pas les hommes. Hein. Les problématiques de métabolisme osseux, etc., ça touche aussi les hommes. C'est juste que ça les touche moins. Parce que souvent, c'est les femmes qui vont avoir tendance à se restreindre dans leur alimentation et derrière avoir toutes les conséquences liées à ça, quoi. Donc super important, c'est bien parce que si on nous écoute et que qu'on est blessé, et ben c'est encore une raison supplémentaire d'aller voir un diète du sport. Et de pas tomber dans le je suis blessé, je fous rien et donc je mange rien. Justement, t'as besoin d'énergie pour cicatriser, pour récupérer, etc. Donc oui, ça va peut-être s'accompagner d'une petite prise de poids, mais le poids c'est temporaire, hein. Le poids il varie en fait. Même que tu prends un sportif de haut niveau, entre son poids l'été, le jour de la compétition et l'hiver, dans certaines disciplines tu peux avoir 8-10 kilos de différence. Le poids n'est pas fait pour être fixe, il est fait pour s'adapter à ta demande. Voilà, quand tu vas venir soutenir des gros niveaux d'entraînement, tu as besoin d'énergie. Quand tu fais pas de compétition et que tu vas t'entraîner beaucoup pendant cette période-là, tu as besoin d'énergie. On s'en fout que tu sois 5 kilos au-dessus, en fait. Ça va te permettre de mieux assumer les entraînements, de mieux récupérer aussi, et donc de plus progresser. Justement, quand on parle de récupération, je pense que tu vas me dire que ça dépend des disciplines, ça dépend des gens et tout ça, mais tu recommandes au moins 1 jour complet de repos par semaine, toi, ou pas forcément ? D'un point de vue entraînement ? Ouais. Eh bah, pas forcément. Ça dépend une fois encore. Alors, attention, je suis pas coach, hein, donc c'est pas mon taf forcément. Mais moi, si je vois ce que mon coach me propose comme entraînement, j'ai rarement des jours de repos complets. Okay. Souvent, quand je suis vraiment en phase d'entraînement, je m'entraîne tous les jours ou plusieurs fois par jour. Mais par contre, j'ai beaucoup de journées où je fais de la très basse intensité. Ah ouais.
où justement pour régénérer un peu le système nerveux et puis je fais la basse intensité. Donc c'est quoi, du vélo très souple? Ouais, vélo très souple, run, piscine. Bon, j'y vais plus, mais avant ça pouvait être de la piscine ou alors des activités annexes, genre parapente, escalade, ce genre de trucs, quoi. Mais ça dépend de chacun. Certains, même mentalement, ont besoin d'avoir un jour off pour pas penser au sport et penser à autre chose. Donc faut adapter. Mais quand tu regardes les sportifs de haut niveau, t'en as pas beaucoup qui prennent des jours de repos complets, hein. Alors bien sûr, tu peux pas comparer au commun des mortels, mais c'est pas forcément obligatoire de prendre un jour de repos complet. Et encore, là où je mets des pincettes, c'est que tu as quand même des préparateurs, des médecins qui disent que c'est quand même important. Mais voilà, je pense pas que ce soit forcément obligatoire. Obligatoire, ouais. Ça dépend comment tu te sens aussi, j'imagine. Ouais. Ok. Est-ce que toi, tu travailles avec d'autres professionnels de santé? Est-ce que tu as, je sais pas, un kiné vers qui tu peux renvoyer, un ostéo, un psy? Vu que je travaille majoritairement en visio maintenant, moins en local. Par contre, je travaille avec une psy du sport. Quand je vois qu'il y a nécessité, j'envoie vers la psy du sport et des coachs. Enfin, quand on me demande si je peux conseiller quelqu'un pour un suivi sportif, j'ai ma petite sélection en fonction des disciplines. Je sais vers qui renvoyer, quoi. Et je travaille aussi avec une diététicienne du sport qui est spécialisée en troubles du comportement alimentaire parce que quand j'ai des patients qui ont vraiment de lourds TCA, je les prends pas. Okay. Je les renvoie vers elle. On travaille ensemble depuis quelques temps maintenant parce que elle est plus formée que moi, que j'ai pas envie de m'inventer des compétences que je n'ai pas et que je me sens pas apte à prendre en charge forcément des lourds TCA, quoi. Ok. Voilà. Justement, j'allais en parler des TCA. Est-ce que tu sais combien de... Parce qu'apparemment, il y a beaucoup de TCA dans le sport, dans le monde du sport. Est-ce que tu as des chiffres en tête? En fait, c'est difficile de donner des chiffres parce que l'estimation de la prévalence, elle se base principalement sur des questionnaires. Et après, sur un questionnaire, tu réponds ce que tu veux, quoi. Donc, c'est très difficile de donner des chiffres. Je crois que dans la population générale, il me semble que si je prends l'anorexie, ça doit toucher 8-9% des femmes et 1-2% des hommes. Je dis une bêtise, mais il me semble que c'est ça. Et on sait que dans la population sportive, c'est plus important. Mais on n'a pas de chiffre exact. Par contre, on sait que dans certaines disciplines, c'est plus important que dans d'autres. On sait que les disciplines les plus touchées, ça va être les disciplines genre artistiques, danse, gym, ce genre de trucs, les disciplines à catégorie de poids et les sports d'endurance. Voilà, ça va, les disciplines les plus touchées où la prévalence, elle peut être très importante. On parle parfois d'un tiers des sportifs, surtout, dans les disciplines-là. Mais c'est finalement très difficile de donner des chiffres exacts et on peut pas parce que tu peux facilement mentir, en fait, quand on te pose un questionnaire devant toi ou être tout à fait dans le déni. Comment tu fais pour les repérer, alors, tes athlètes ou tes sportifs où tu vas pressentir un TCA et que tu vas réorienter? Déjà, tu peux voir par rapport au poids et à la masse grasse, ça c'est quand même un indicateur, même si ce n'est pas le seul, ça reste un indicateur. Et puis dans le comportement alimentaire ou dans le rapport au sport, en fait. Dans le rapport au sport et à l'alimentation, tu le vois. Donc voilà, si moi je le décèle et que j'ai déjà commencé le suivi avec la personne, si c'est pas trop lourd pour moi, je le garde. Mais si c'est quelqu'un qui vient me voir en mode je viens te voir pour ça, je suis sportive et j'ai des TCA, dans ce cas je réoriente direct, quoi. Et puis par contre, si moi je le prends en charge, je demande systématiquement qu'il y ait un suivi psy à côté. Je trouve que c'est indispensable. Ouais, je suis d'accord. Ok. Et donc là, à ce moment-là, la psy du sport, elle peut intervenir aussi. Je savais pas qu'il y avait des psys qui s'étaient aussi spécialisés dans le sport. Je travaille avec une psy qui bosse à l'INSEP, que même moi je vais voir d'ailleurs pour d'autres choses, et qui est vraiment bien. Et franchement, c'est bien. Je pense que beaucoup de sportifs devraient avoir recours à ça, quoi. Bon, maintenant on va parler d'activité physique. Et donc j'avais lu le rapport de l'HAS là, et qui disait que 71% des hommes et 53% des femmes atteignaient les recommandations de l'OMS en matière d'activité physique. Et que, en gros, on a encore du boulot avant de réussir à mettre les gens un peu en activité physique. Est-ce que
as des petites pistes comme ça pour les diètes qui nous écoutent, pour essayer d'inciter nos patients à pousser alors un peu déjà, plus? moi je pense que les diètes, on sauvera pas la population, hein, qu'on se le dise, hein, clairement. Mais à notre petite échelle, on peut peut-être faire quelques trucs. Déjà, essayer de faire comprendre aux gens que c'est important, même si ça reste eux les principaux acteurs de leur destin, hein, si je peux dire ça comme ça. Leur vie, ouais. Nous, on n'a pas de baguette magique, hein, je crois pas. Malheureusement, c'est ça que beaucoup attendent. Mais c'est déjà leur faire comprendre. Pour moi, c'est hyper important. C'est quand tu mets des choses en place en nutrition, tu expliques pourquoi. Qu'est-ce que tu vas avoir comme bénéfice. Sinon, la personne en face de toi, elle s'en fout complètement, quoi. Et puis d'essayer de trouver des choses qui sont ludiques et qui plaisent. On parlait tout à l'heure du fait que certains s'obstinent à faire de la course à pied alors que ça leur plaît même pas, alors qu'il y a tellement d'autres disciplines que tu peux pratiquer et tu trouveras forcément ton bonheur dans quelque chose qui derrière dans lequel tu vas t'épanouir et qui va te permettre de pratiquer une activité que t'aimes sans avoir l'impression de souffrir. Parce que ça, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui font pas de sport parce que pour eux, c'est synonyme de souffrance. Moi, j'ai même des amis qui sont comme ça, hein. Ils font pas de sport et ils me disent mais je déteste la sensation de souffrir, quoi. Alors que tu peux faire, je sais pas, du paddle, marcher, du VTT tranquille, de la marche. Donc l'intensité, t'es pas obligé de la mettre à fond partout. Tu peux. Et puis je pense que c'est même pas forcément obligatoire de mettre beaucoup d'intensité dans ta discipline. Ouais. À choisir, je pense que c'est plus efficace de marcher une demi-heure, 1 heure par jour que de faire 2-3 fois par semaine un truc vraiment très intense, quoi. Moi, je leur donne des petits objectifs à mes patients quand même. Je leur dis, bon, allez, 1h30 de ce que vous voulez dans la semaine et vous répartissez comme vous voulez, 3 fois 30, une fois 1h30. Ouais, ça c'est bien de faire ça. Ouais, je leur mets quand même... Mais moi, j'ai pas ça parce qu'en fait, ils viennent me voir en faisant déjà du sport. Tu vois. Limite, c'est moi qui dois les canaliser des fois. En disant là, c'est un peu trop, quoi. Mais c'est bien de faire comme ça. Ouais. Et aussi, tu sais, des fois, il y en a qui me disent oui, mais on m'a dit que si c'était pas au moins 45 minutes, ça servait à rien, tu sais, pour cette histoire de au bout de 45 minutes, tu commences à oxyder. C'est vrai, si tu fais pas 20 minutes, tu perds pas de gras. Et donc, en fait, du coup, ils me disent j'ai pas 45 minutes, donc j'en fais pas puisque ça sert à rien. Mais bon, là, alors, je vais pas commencer à faire un cours de physiologie, mais en gros, tu vois, si je prends les histoires des filières énergétiques, là, souvent, même moi, quand je faisais de l'aviron, quand j'étais gamine, on m'apprenait au début de ta course, tu peux y aller à fond parce que c'est ta première filière énergétique qui prend le relais, la filière anaérobie lactique. Puis après, une fois qu'elle est vide, c'est la deuxième. Et après, c'est la troisième. En fait, ça fonctionne pas comme ça. Toutes tes filières énergétiques, elles fonctionnent ensemble. Donc, en fait, dès le début, dans les premières secondes, tu commences déjà à brûler des sucres, du gras, etc. Donc, ça prend pas du tout 40 minutes. C'est juste que si tu fais un effort de 40 minutes et pas de 3 minutes, l'intensité va pas être la même. Tu vas avoir une intensité beaucoup plus basse sur 40 minutes. Et tu vas avoir aussi des adaptations hormonales, etc., qui vont se mettre en place et qui vont faire que ta filière qui oxyde le gras va être plus prédominante. Mais c'est tout, en fait. Mais c'est logique, en fait. Moins tu fais de temps d'activité, moins tu vas oxyder de gras. Mais t'as pas un bouton on-off en mode tiens, je dépasse 45 minutes, je me mets à brûler du gras. Ça n'existe pas, ça. Donc ça, c'est aussi un truc que je leur dis à chaque fois, non mais détendez-vous, même 5 minutes, c'est bien, en fait. Si c'est que 5 minutes ce jour-là, c'est mieux que rien. Mais c'est vrai que dans la tête, c'est peut-être parfois une excuse aussi de se dire, j'ai pas 45 minutes, donc je ne fais pas, mais... Alors que c'est toujours mieux que de rien faire. C'est toujours mieux, Et tout le monde ne peut pas faire plus par jour, hein, en plus. Ouais, bien sûr. Certaines personnes n'ont pas autant de temps à allouer au sport, donc c'est toujours mieux de faire un petit peu. Ouais. Quand j'avais fait un petit post LinkedIn pour dire que tu venais sur le podcast, et il y a quelqu'un qui a posé une question. C'était quel conseil Nouchka donne aux autres qu'elle n'arrive pas à s'appliquer elle-même? Ouah, super question, ça. Est-ce que tu saurais Ouais, c'est un truc sur lequel je travaille énormément. Ça, je pense que ça va faire rire beaucoup de monde. Je mange très peu de fruits. Ah ouais, ok. Ouais, de ouf. Parce que c'est pas quelque chose que j'affectionne particulièrement. Okay. J'ai peut-être même un problème avec la texture ou quoi, mais bon, c'est un autre problème. Et du coup, je me force vraiment, mais il y a des jours, j'en mange pas, quoi. Ah ouais. Et je sais que ça, c'est un vrai problème parce que je dis en plus aux sportifs que eux, ils peuvent manger plus de 3 fruits parce que t'as besoin de plus de vitamines, plus d'antioxydants. Mais c'est un truc que j'ai du mal à m'appliquer à moi-même. Et t'as pas ce problème avec les légumes? Non. Ah ouais. Pas du tout. Avec les fruits? Ouais. Ok. Je pense que c'est une bonne réponse à la question. Ouais, c'est très bien, très bien, ok. Justement, en parlant de fruits, ça aussi c'est une question, je rebondis, les gens ont peur un peu de manger des fruits parce qu'on les a un peu diabolisés aussi en disant mais il faut pas manger trop de fruits parce que c'est du sucre. Mais on est bien d'accord que les sportifs, donc les recommandations c'est 5 portions de fruits et légumes par jour, mais les sportifs peuvent aller au-delà des fruits. Tu sais, ne serait-ce que quand tu fais un effort physique, tu vas
tu vas utiliser du sucre pour assurer la contraction musculaire, etc. Et une fois, il y a quelqu'un qui m'a dit sur les réseaux que j'étais complètement déconnectée de la réalité de dire qu'il fallait consommer 90 grammes de glucides par heure sur un effort long, alors que les recommandations, c'était 100 grammes de sucre simple par jour. Mais on parle de 100 grammes de sucre simple pour quelqu'un qui n'a pas cette part d'activité physique-là, quoi. Donc oui, forcément, plus tu fais de sport, plus tu dépenses, plus cette part-là, elle est importante, en fait, tout simplement, parce que si tu as besoin de 50-60% de glucides dans ton assiette, c'est pas pareil si tu consommes 1500 calories et si tu en consommes 5000, en fait. Donc forcément, à un moment donné, tu es obligé de les retrouver quelque part, quoi. Ouais. En vitamine C aussi, peut-être qu'on a un peu des besoins un peu supérieurs. Oui, mais alors, gros problème aujourd'hui, c'est que il n'y a pas de recommandation officielle sur les besoins en micronutriments chez le sportif. En gros, on nous dit si un sportif mange normalement équilibré, il a tout ce qu'il faut. Chose que je trouve un peu problématique parce qu'on sait quand même que, ne serait-ce que dans les processus physiologiques, etc., tu vas plus recruter certaines vitamines, certains minéraux. Mais aujourd'hui, la recommandation, c'est la même que la même. Okay. Voilà. Ok. Est-ce qu'il y a un sujet dont on n'a pas parlé que tu veux absolument aborder là ? On a commencé à en parler il y a 2 questions justement sur... alors pareil, moi c'est un peu mon combat, combat, je sais pas si on peut appeler ça un combat, mais je parle souvent du fait que quand tu es sportif, parfois souvent il vaut mieux privilégier la quantité à la qualité. Oui, j'ai vu, tu as fait un reel sur ça récemment. Ouais, je me suis fait un peu détruire sur ça, mais en fait je maintiens ce que je dis, c'est-à-dire que quand je disais que les sportifs n'arrivent pas à atteindre leurs besoins énergétiques, on sait que un déficit énergétique chronique, sur le long terme, c'est jamais positif et ça va toujours te conduire soit au raidesse, soit au surentraînement, soit à une blessure, soit à une baisse des performances, etc., soit tout ensemble. Et c'est très dur de combler ses besoins. Et du coup, justement, ce que je dis aussi aux sportifs qui ont une grosse dépense et qui n'arrivent pas forcément à manger assez à leur faim, je leur dis, mais vous avez le droit, entre guillemets, plus le droit que les autres d'intégrer des aliments moins connotés, équilibrés, quoi. Parce qu'en fait, vous avez ces besoins-là. Si tu manges assez en énergie et que tu équilibres bien ton assiette, tu t'y retrouveras dans ta qualité micronutritionnelle et puis tu pourras toujours cibler si besoin. Alors que si tu fais attention à ta qualité micronutritionnelle mais que tu n'apportes pas assez d'énergie, tu pourras jamais retrouver les calories ailleurs, quoi. Donc ça, c'est un truc que j'aime bien rappeler. Ouais. Et parfois, ça permet de déstresser aussi et de se déculpabiliser. Parce que moi-même, au début, je me disais, mais attends, manger des gâteaux et tout, c'est pas bien. Mais en fait, sans ça, clairement, moi, ça ne va pas. Tu perds du poids et puis en fait, t'as pas l'énergie et en fait, t'es obligé. Et tu vois certains, je pense à Christian Blumenfeld, le champion du monde de triathlon, tu vois ses repas tous les jours. Il bouffe des pizzas, il bouffe des bonbons, etc. Et en fait, c'est ce qui lui permet d'avoir l'énergie pour pouvoir fonctionner sur la durée, quoi. Ouais. Ça me rappelle ça, ouais. Je pense dans la nutrition, on est tellement tous concernés. Aujourd'hui, tout le monde mange, donc tout le monde pense avoir son mot à dire et pense avoir la vérité, quoi. Et du coup, on a tellement dit qu'il fallait manger sain, pas manger ci, pas manger ça, qu'en fait, on en revient à oublier l'essentiel. C'est si tu veux faire tourner ta machine rapidement, il faut que tu lui apportes assez d'énergie. Ouais. C'est la seule règle. Tu es diététicienne, tu fais du sport de manière assez intensive, tu donnes des formations, tu crées du contenu pour les réseaux. Et comment tu fais pour gérer ta santé mentale ? C'est pas facile tout le temps. Ça va mieux ces derniers mois et ces dernières années parce que je me suis un peu mis au centre de mes priorités. Parce qu'en fait, le problème, c'est quand tu fais plein de trucs pour les autres et que tu aimes ça, tu t'oublies et en fait, t'es vite perdu dans le flot de tout ça. Et il y a eu certains moments où ça a été compliqué et j'ai eu l'impression d'être un peu dépassée par tout ça. Donc, je me suis posée, j'ai réfléchi à ce qui n'était pas essentiel dans ma vie en ce moment, c'est-à-dire... aller toujours faire des choses pour les uns les autres et puis pas me concentrer moi sur mes projets. Donc j'ai arrêté la moitié de ce que je faisais, j'ai réduit mes consultations aussi, j'ai pris des diététiciennes qui travaillent avec moi justement pour pouvoir leur déléguer des consultations. Aujourd'hui j'ai réduit de 3/4 je pense mes consultes et j'essaye de prendre du temps pour moi, quoi. Alors je dis pas que j'y arrive tout le temps, c'est pas évident, mais j'essaye de me dire t'as ton travail, t'as ton sport et tu dois trouver aussi du temps pour autre chose. Le temps pour toi, quand t'as du temps pour toi, tu dois pas le passer à faire plus de sport ou à monter plus de projets, quoi. Ouais. Voilà, et j'essaye de m'y tenir, et puis de ralentir le rythme pour durer, en fait, tout simplement. Donc le temps pour toi, c'est pas forcément le temps de sport. Pour moi, je dis pas que pour tout le monde c'est comme ça, mais pour moi ça doit pas être
dans mon loisir. Ok. Enfin, je dois avoir du temps en plus pour autre chose. Parce que je m'investis tellement dans le sport que c'est une charge mentale quand même pour moi. Vu que je fais de la compétition, etc., c'est quand même une charge, c'est un plaisir bien sûr, mais je veux avoir du temps pour faire autre chose. Lire, faire des puzzles, faire des mots fléchés, ce que tu veux, mais j'essaye de me trouver une heure dans ma journée où c'est un peu un joker et je fais ce que je veux de ça, quoi. Ok. Et tu t'entraînes combien d'heures par semaine ? En phase de prépa, 15 à 20 heures. Ok. Est-ce qu'il y a des ressources que tu peux conseiller aux diètes qui nous écoutent ? Si je veux conseiller un livre, alors c'est pour ceux qui ont envie un peu de se casser la tête, mais moi, ma bible de la biochimie, c'est justement le livre Biochimie des activités physiques et sportives, un livre jaune, un énorme livre jaune, je crois, de Jacques Portman. Et j'aime bien parce que tu as vraiment tous les processus métaboliques, biochimiques, etc. dans le sport, donc ça m'a beaucoup aidé à progresser et à comprendre le corps humain pendant l'activité physique. Si je dois conseiller un podcast, je vais rester dans le sport, mais pas forcément la nutrition. C'est un podcast qui est pas trop connu, mais qui mériterait d'être plus connu. C'est le podcast Endurance 30 d'un coach et ami qui s'appelle Nicolas Vandel, qui a d'ailleurs qui a sorti son livre cette année ou l'année dernière sur la préparation physique en endurance. Donc pour tous ceux qui font des sports d'endurance ou qui s'intéressent à ça, sur son podcast, il invite des pros du sport, de la santé ou des athlètes de haut niveau pour parler d'endurance pendant 30 minutes, d'où le nom. Et voilà, mes 2 ressources que je peux conseiller. Je pense que c'est bien. Il y a ta formation aussi. Oui, je peux conseiller ma formation aussi, c'est vrai. Mais mes 2 formations, j'ai sorti une nouvelle formation. Alors il y a déjà ma formation pour les diététiciens, ma formation en nutrition sportive, où il y a des cours théoriques et des études de cas. Et j'ai sorti une autre formation qui, pour le coup, n'est pas forcément à destination des diététiciens, mais c'est une formation nutrition de l'endurance pour les sportifs qui veulent justement apprendre sur la nutrition et puis augmenter leur performance et durer dans le temps. Et quel conseil tu pourrais donner aux diètes qui veulent se spécialiser justement en nutrition du sportif ? Tu as fait un DU, tu as fait une formation particulière ? Alors déjà, c'est de le faire si ça les intéresse, parce qu'il n'y a pas assez de diète du sport, je trouve. C'est une discipline où il y a beaucoup trop de sportifs pour pas assez de diète du sport, du moins vraiment spécialisés dans le truc, et que c'est hyper intéressant. Donc à partir du moment où tu aimes le sport, il n'y a pas forcément besoin d'être un sportif de haut niveau pour être diète du sport, hein, mais il y a vraiment la place pour le coup. Moi, j'ai fait un DU, mais je veux pas te mentir, ça m'a pas apporté grand-chose. Okay. Ça m'a rien appris de plus que ce que j'aurais pu apprendre tout seul, et même je trouvais que dans certaines interventions de profs, c'était un peu décalé par rapport à notre ère aujourd'hui. Enfin, voilà, mais pour certains, ça, c'est très bien. Et puis aujourd'hui, d'ailleurs, si tu veux adhérer à l'association nutrition du sport française, je sais plus comment elle s'appelle, j'ai un trou. La fédération de nutrition sportive de France, là. Je sais plus si tu l'as. Non. Pardon, j'y suis pas. Donc voilà. Mais en gros, si tu veux adhérer à ça, il faut que tu aies fait un DU. Ah, ok. Ah oui. Pour te dire diète du sport, alors que c'est pas un titre qui est protégé. Demain, n'importe qui peut se dire diète du sport, quoi. Donc voilà. C'est pour ça aussi que j'avais fait ma formation à la base. C'est parce que quand je suis sortie du DU, j'ai trouvé que t'avais pas t'avais pas toutes les clés en main pour pouvoir prendre en charge des sportifs. Et je me suis dit, je vais travailler là-dessus pour essayer de proposer quelque chose où quand tu sors de la formation, tu te sens apte à prendre un sportif en charge. Ouais. T'es beaucoup sur PubMed et tout ça aussi pour tes références scientifiques ? Ouais, forcément. J'aime bien rappeler aux gens que c'est jamais mon avis que je donne, c'est juste la lecture que je me fais de la science à un moment T, quoi. C'est même dans mes formations, je dis ce que je vous dis aujourd'hui cette année, si ça se trouve l'année prochaine, il y aura des choses qui auront évolué. Je t'ai pas parlé du régime cétogène, mais on aurait pu en parler pendant ce podcast, tu vois. Pareil, j'ai fait une vidéo là-dessus. Donc voilà, je trouve que c'est important, si tu veux être pertinent dans ce que tu dis et pas être biaisé, quoi, de déjà toujours te remettre en question. Moi, c'est quelque chose que j'ai aucun problème avec ça. Si demain, on me dit que le collagène c'est super et qu'on a une étude qui nous montre vraiment, qui nous démontre par A plus B que c'est super, je vais pas rester dans ma folie à dire que non, c'est pas trop. Non, je sais changer d'avis, et je trouve que c'est justement être un bon professionnel que de se remettre en question plutôt que de rester dans ses convictions et de se convaincre de quelque chose qui est faux, quoi. Où est-ce qu'on peut te suivre, Nouchka ? Eh bien, principalement sur Instagram. Depuis peu sur YouTube. J'ai commencé ma chaîne YouTube fin 2023. Donc sur Instagram, c'est Nouchka.diète. .diète, ah oui, ouais. Sur YouTube, je crois que c'est pareil, c'est Nouchka Diète. Et sur mon site internet, fourchettebasket.fr.
Ok. Voilà, où il y a toutes mes formations, mes stages, etc. Et où est-ce qu'on peut acheter tes vêtements? Et bien sur le marketplace Chamois Gang, qui est en lien dans ma bio Insta. C'est une marque que j'ai sortie depuis peu et on prépare plein de nouveautés. Il y a plein de choses qui arrivent. Et donc on peut acheter des t-shirts, T-shirts, bientôt des casquettes et je dis pas la suite parce que c'est pas encore fait, mais sans doute d'autres vêtements de sport. Eh ben, merci beaucoup. Eh bien, merci à toi.